Merci en tout cas doublement pour l'invitation à écrire dans Ramsès et puis à échanger ce soir. En fait, je vais prolonger, sinon amplifier le propos de Julien concernant effectivement le rôle des États. Les États avaient jusqu'à présent seuls qui représentaient essentiellement des ressources financières importantes, des ressources techniques importantes et qui pouvaient se permettre de travailler sur des agendas assez longs. C'est vrai que désormais dans ce cyberespace, on a des acteurs qui ont une capacité technique, une capacité d'investissement, de mobilisation, en fait, qui est sans équivalent par rapport à l'ensemble des domaines qu'ils sont amenés à traiter, c'est-à-dire les modes de production, les modes de commercialisation, les modes d'information. Et donc c'est vrai qu'on est forcément un peu désemparé dans ce nouvel écosystème, et les États ont pour l'instant choisi la riposte individuelle, la dispositif, c'est-à-dire que vous pouvez aller à peu près sur tous les sites internet des grands États, même d'ailleurs des plus petits, vous verrez qu'ils ont élaboré, en réunissant leurs experts, une stratégie nationale de cybersécurité, de cyberdéfense. Et c'est assez frappant que même au sein de la famille européenne, il y a eu des discussions à l'échelle européenne, et j'en dirai quelques mots, mais on est bien dans du national juxtaposé, pas d'intégration. Alors qu'on est sur un marché commun, on est sur une monnaie commune, on est sur plein d'éléments en commun. Sur le numérique, je parle du numérique offensif et le cas échéant défensif, on est du chacun pour soi. Alors le problème, c'est que dès lors qu'on a moins de ressources parce que les conjonctures sont difficiles, effectivement, ça fait alors sinon des nains, en tout cas des petits, qui s'associent, dans le meilleur des cas, qui se coordonnent, on peut le souhaiter. Certainement, ayant connaissance de Ramsès 2018, M. Juncker a présenté son discours sur l'état de l'Union aujourd'hui, et il a effectivement... il a pris en considération cette approche qui est de dire « il faudrait que l'Europe se dote d'une agence de sécurité qui permettrait de faire face à cette menace telle qu'elle est décrite dans ces pages ». Petite difficulté, c'est qu'en fait, cette agence, il faudrait que quelqu'un lui dise, elle existe depuis 2004. La seule chose, c'est que les pères fondateurs de cette agence, l'ENISA, qui a le mérite d'être en Crète, ce qui en termes de qualité de vie est certainement tout à fait appréciable en cette saison. Simplement, vous voyez bien le caractère opérationnel dans une carte de l'Europe. Elle n'est pas à Strasbourg, elle n'est pas à Luxembourg, elle n'est pas à Bruxelles, on l'a mis, même pas à Athènes, on l'a mis à Héraclion en Crète. Donc effectivement, et les instances européennes l'ont doté d'un budget de 10 millions d'euros, ce qui est une somme tout à fait conséquente. Simplement, vous voyez bien que pour coordonner la sécurité des instances, enfin de la famille européenne, économie de 350 millions d'habitants fondée sur la connaissance et irriguée par les systèmes d'information, il n'est pas certain que ce soit totalement suffisant. Et donc, on voit bien qu'il n'y a aucune volonté des États de véritablement mutualiser ces réponses. Alors, on peut s'interroger sur cet état de fait qu'on constate. Alors, c'est que les États, l'Allemagne, a créé une stratégie, a créé une agence gouvernementale, le BSI, le Bundessicherheitsinformationsdienst, qui est le plus conséquent, le plus doté de moyens à l'échelle européenne. Et la France a créé une agence nationale de sécurité de systèmes d'information, a créé une stratégie nationale de sécurité, a créé d'ailleurs vraisemblablement, dans le cadre de la prochaine revue, il y aura aussi vraisemblablement un chapitre, une section consacrée à cette cyber. Et on voit que chacun s'évertue à faire ça nationalement. Le problème, Julien l'a évoqué très bien, la conception de l'attaquant, qu'il soit d'ailleurs de commanditaire étatique, crapuleux, idéologique ou autre, lui, son terrain de jeu, c'est le monde. Et donc, effectivement, il est avec une économie de moyens très modeste et une capacité à mobiliser de la ressource avec une unité de compte, c'est la centaine, le petit millier d'euros. Le fait qu'il n'a pas besoin de mobiliser, on dit il y a pas les cyberarmées ne défilent pas sur les Champs-Élysées le 14 juillet, mais on n'a pas besoin de mobiliser des troupes de manière nombreuse. Et on a des cerveaux, on a de la puissance de calcul, et c'est-à-dire des notions qui sont par essence, à l'échelle du réseau, totalement décentralisées. Et c'est vrai que les États qui jouent justement sur des agendas et sur des logiciels en quelque sorte intellectuels figés, avec effectivement des investissements planifiés, mais sur des périmètres un peu figés, sont déstabilisés par rapport à des gens qui sont plus que jamais dans cette logique du judo, où un petit va déstabiliser, quand on a vu effectivement les problématiques sur la guerre de l'information, telle qu'elle a été évoquée, on est arrivé, ce qu'on a appelé à tort, mais faisons simple, le Macron Leaks intervient le vendredi, début de soirée, précédant le scrutin du dimanche.
Le problème, en tout cas l'intérêt de la chose, c'est que le vendredi à minuit, effectivement, on va rentrer dans la période légale en France de réserve, c'est-à-dire qu'on n'a plus le droit de parler politique. Et donc vous avez quelqu'un qui en fait utilise le fait de commencer à diffuser. Alors le problème qu'il a eu, c'est qu'il l'a fait au début sur des réseaux, des communautés, pour faire simple, 4chan, qui ne sont pas connus du très très grand public évidemment. Donc ça ne sert à rien de révéler des choses si ça ne se diffuse pas. Donc il a fallu après faire un peu de mousse en disant allez regarder là, allez regarder dans les fichiers, parce que ça ne sert à rien de diffuser des informations si personne s'en saisit. Bon bref, on a commencé à faire un peu de mousse et vous vous retrouvez dans une situation où le temps que les médias professionnels soumis à la réglementation se mettent à un moment à comprendre le phénomène, à essayer de... On leur dit tout de suite, et pour l'avoir vécu à l'époque, n'en parlez pas, ce n'est pas possible. Et donc vous vous retrouvez dans un monde où le judo va permettre d'utiliser la force du réseau et de la communication des gens qui vont se dire « Tiens, on en parle à l'étranger, on en parle sur les réseaux sociaux, pas chez moi. Est-ce que ça ne donne pas crédit au fait que la puissance d'État cherche à museler l'information ?» Et donc voilà, donc on est dans un univers où, effectivement, cette asymétrie qu'évoquait Julien, elle se concrétise par des affrontements. La famille européenne, pour des choix stratégiques qui lui sont propres et qu'on peut discuter, est un peu en difficulté, parce que les grands acteurs du numérique ne sont pas d'essence, d'origine européenne, ne sont pas de culture européenne, et donc notre corpus de valeurs ne leur est pas familier. Et en plus, je me souviens d'avoir écrit un article cet été pour expliquer que les États, ces entreprises respectaient la peur politique éventuellement et la peur du marché. C'est vrai que nous n'avons, en tant qu'Européens, pas l'habitude d'appuyer sur le levier de la peur et de l'autoritarisme, et nous n'avons pas réellement coalisé les consommateurs de manière à en faire un poids qui leur permettrait de peser davantage par rapport à ces acteurs qui sont, n'en doutons pas, des parties prenantes de la géopolitique.